Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises Impact. Et voici notre sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est François-Xavier Henry, le cofondateur d'eau qui accompagne les vignerons depuis bientôt 10 ans dans leur transition agroécologique et qui vient d'acheter son premier domaine dans la vallée du Rhône. Notre débat, il porte sur le modèle de l'assurance face à la multiplication des épisodes climatiques extrêmes. La France en première ligne, notamment avec ses 4 façades maritimes en métropole. Et puis dans notre rubrique Startup, je vous présenterai Moka.care et ses solutions de prévention en santé mentale dans les entreprises. Viticulture, assurance, santé mentale, 3 grands thèmes, 30 minutes pour les détailler. C'est parti. L'invité de ce Smart Impact est avec nous en duplex, François-Xavier Henry, le cofondateur d'OE. Bonjour, bienvenue à vous. Entreprise que vous avez créée il y a bientôt 10 ans, en 2015. On va revenir à l'origine. C'était quoi l'idée de départ, l'ambition d'OE? Bonjour. L'ambition au début d'OE, c'est en fait de créer un outil qui permet d'encourager et de favoriser des vignerons qui aient le choix de méthodes de production responsables. On voit que la viticulture, c'est 3% de l'agriculture française et plus de 20% des phytosanitaires sont utilisés dans la viticulture. Et donc, comme on sait très bien faire des très bons vins sans tous ces produits chimiques, l'idée, c'était justement d'encourager des vignerons qui faisaient ces choix-là. En 10 ans, on est quasiment à 10 ans d'existence d'OE. Vous dites quoi? C'est un mouvement de fond? Vous voyez de plus en plus de viticulteurs faire ces choix, ou alors c'est compliqué? C'est vrai qu'il y a eu une baisse de la consommation du bio, une baisse générale, je ne parle pas forcément du vin, avec l'inflation. Vous vous dites, on est à quel moment de cette tendance? Alors, vous avez raison sur les deux points. C'est à la fois un vrai mouvement de fond. On voit qu'aujourd'hui, après 20% des exploitations viticoles sont en bio et ça progresse au fur et à mesure. Mais en même temps, c'est assez difficile. Quand les vignes ont été traitées longtemps avec des produits chimiques et qu'il faut les sevrer des produits chimiques, eh bien, il y a une baisse de rendement pendant 3-4 ans. Et c'est une difficulté pour les vignerons. Et avec la situation actuelle et la baisse de la consommation de vin, effectivement, c'est compliqué pour des vignerons de se lancer dans ce défi-là. Mais on voit que ceux qui se lancent dans ce défi, au bout d'un certain temps, ils sont très contents de leur choix, y compris pour la notion de rendement et évidemment la notion de qualité des vins. On va rentrer un peu dans le détail. Comment vous agissez pour favoriser une culture durable en viticulture? Parlons par exemple de l'impact sur les sols. Vous nous avez parlé des pesticides. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont tous bannis, qu'il y en a certains que vous utilisez? Comment ça marche? Alors, non, ils sont tous bannis, effectivement. Nous, on fait recherche dans tous nos vins. On cherche 480 molécules de pesticides et on n'a aucune trace de toutes ces molécules. Donc, on n'a vraiment absolument aucun pesticide. Ça, c'est pour être en bio. Mais en fait, on veut aller beaucoup plus loin que le bio et on encourage nos vignerons à aller plus loin, notamment sur tout ce qui est la biodiversité. On sait qu'en fait, un sol qui est plein de vie, c'est un sol qui sera plus adapté à tous les problèmes de réchauffement climatique. Quand on a un sol qui est très riche, très sain, les pieds de vigne sont plus résistants aux aléas climatiques. Et donc, c'est ça qu'on essaie de faire, c'est d'introduire plus de biodiversité, à la fois aérienne, terrestre et souterraine. Et c'est là qu'on parle d'agroforesterie ou d'agroécologie adaptée à la viticulture? Exactement. L'agroécologie, et notamment dans les solutions qu'on préconise, il y a le fait de planter des haies, de planter des arbres, donc ça c'est l'agroforesterie, et également de faire des plantations en interrang, c'est-à-dire entre 2 rangs de vignes, on vient planter d'autres cultures qui vont permettre à la fois de faire des engrais, donc de l'apport azoté naturel, des engrais verts, mais également de construire un paillage qui va permettre de préserver l'humidité dans le sol et donc que la vie dans les 10 ou 15 centimètres supérieure de la couche de terre soit préservée. Ouais. Voilà, c'est tout ça qu'on englobe dans la partie agroécologique qu'on mène avec nos vignerons. Oui, et avec une nouvelle étape dans la vie d'OE, c'est l'achat d'un domaine dans la vallée du Rhône. Alors, d'abord, double question. Pourquoi ce choix? Et puis ensuite, qu'est-ce que vous comptez en faire? Alors, le choix, en fait, il s'est porté dans la vallée du Rhône parce que c'est à la fois près de chez nous. Nous, on est basé à Lyon, donc c'est assez pratique. Et c'est également un terroir qui est très intéressant par rapport à l'évolution du climat. Ce qu'on veut faire de ce domaine, c'est en réalité un démonstrateur de tout ce qui peut être fait. On travaille avec pas mal de vignerons, on collecte beaucoup d'informations sur
les méthodes qu'on doit mettre en place pour faire face au réchauffement climatique. Et toutes ces données, en fait, on les documente et on veut les mettre en place dans ce domaine, donc le domaine Haut et de la Chapelle-Saint-Pierre, qui se trouve limite Vaucluse-Drôme, qui va être un lieu, en fait, où on va pouvoir montrer toute la transition agrologique qui peut être faite par les vignerons. Et donc, c'est un lieu où on va montrer ça en invitant la filière, d'autres vignerons, en invitant également même le grand public des universités, des écoles, mais également le grand public à voir en fait la transition agroécologique. Donc le domaine est vraiment, moi c'est ce que j'appelle un démonstrateur pour pouvoir montrer que cette transition agroécologique, elle est possible, elle est réalisable, et elle est quand même réalisable en un temps qui est plus court que ce qu'imaginent beaucoup de personnes. Malgré ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que la perte de rendement et finalement le retour sur investissement qui est peut-être relativement long? Alors oui, effectivement, malgré ça, on voit que le fait de passer dans cette transition, de passer en bio et d'aller encore beaucoup plus loin, ça génère une baisse de rendement au début. Typiquement, quand on passe en bio pendant 3-4 ans, on va perdre en termes de rendement. Mais on voit en fait que le sol est beaucoup plus sain, il est beaucoup plus riche et du coup va permettre au pied de vigne et au vignoble d'être plus résistant à tous les aléas climatiques. Je prends un exemple très simple. Quand vous avez un sol qui est avec peu de vie, dès qu'il fait très chaud, le sol est très dur et donc s'il pleut, soit l'eau vient ruisseler, soit l'eau vient percoler dans des fentes et disparaît complètement. Quand on a un sol qui est très vivant, très aéré, eh bien, on a de la vie souterraine, on a des vers de terre, etc. Ça fait un peu une éponge. Le sol se gorge d'eau et le pied de vigne va pouvoir en profiter pendant 5 ou 10 jours. Et donc, ça rend finalement le terrain plus résistant aux orages, à tous les aléas climatiques en fait, qu'on rencontre. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la géographie du vin? Parce que ça m'intéresse beaucoup. Comment le réchauffement climatique est en train de modifier la géographie du vin? C'est-à-dire, on peut faire du vin là où on n'en faisait pas avant. Il y a des endroits où il faut remonter les cultures quand c'est possible pour aller chercher un peu de fraîcheur. C'est vraiment en train de beaucoup évoluer? Oui, ça évolue énormément. En fait, il y a des gros projets qui se dessinent aussi aujourd'hui dans le nord de la France, en Normandie, en Bretagne, dans les Hauts-de-France, de manière à pouvoir planter des vignes qui seront effectivement dans des conditions de température plus faciles pour la vigne. Mais par contre, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, l'essentiel des vignes en France est planté en dessous d'une ligne Bordeaux-Lyon, on va dire. Et il y a d'autres vignobles très beaux comme la Loire, la Bourgogne, l'Alsace, etc. Mais 80% des vignes sont situées en dessous de cette ligne. Et malgré tout, on a des pieds de vigne qui ont été plantés et qu'il va falloir continuer à faire vivre. Quand on plante un pied de vigne, c'est pour 70 ans. Et donc, les gens qui ont planté des vignes il y a 10 ans, ou il y a 15 ans, ou il y a 20 ans dans le sud de la France, eh bien, il faut adapter ces vignes-là, les pieds existants, au réchauffement climatique. D'où le paillage, d'où des méthodes en fait, de palissage qui vont permettre de répondre à ça. Mais effectivement, la géographie de la viticulture change et on va pouvoir cultiver des vins. On va cultiver en tout cas des pieds de vigne plus hauts que ce qui n'était produit avant. Est-ce qu'il faut produire moins? On voit qu'il y a, je crois, 10% des vignes du Bordelais qui sont arrachées cette année. Voilà, c'est lié à une surproduction, peut-être à un modèle économique ou des choix marketing qu'il faut revoir, mais ça c'est un autre débat. Mais est-ce qu'on doit produire moins finalement pour s'adapter aussi à la demande des consommateurs? La consommation, elle baisse, mais elle ne baisse pas tant que ça. Elle a beaucoup baissé depuis 40 ou 50 ans. Aujourd'hui, elle baisse de 2-3% par an. Donc, c'est important, mais ce n'est pas non plus dramatique. Ça permet effectivement aux différents acteurs de choisir leur positionnement. Il y a des gens qui font des vins, on va dire, assez industriels, sans peut-être faire attention à certaines méthodes de production. Et puis, il y a des acteurs qui font le choix d'avoir des vins très bien produits, très propres. Et ceux-là vont toujours rencontrer une certaine frange de clientèle. Nous, par exemple, nous nous adressons beaucoup à des générations qui sont conscientes, en fait, que lorsqu'on achète un produit, il faut savoir comment il a été produit, et donc qui sont vigilantes aux méthodes de production employées. Mais donc, il y aura toujours une rencontre avec ces clients-là. Effectivement, la consommation du vin baisse légèrement, mais ce n'est pas ça qui va mettre en cause la production de vin à grande échelle. Dernier thème, il nous reste une minute pour parler de logistique, parce que là aussi c'est un levier d'amélioration du bilan carbone pour simplifier des entreprises viticoles. Est-ce que vous rêvez d'une bouteille mondiale unique, un peu sur le modèle des containers? Vous voyez ce que je veux dire?
Alors oui, on en rêve. Déjà, on essaie de le faire à une échelle un peu plus restreinte. OE est la première entreprise à avoir relancé le réemploi, c'est-à-dire la consigne sur les bouteilles de vin au niveau national. Ça marche effectivement parce que c'est une bouteille standard et on rêve de le développer. Mais aujourd'hui, on travaille à lancer la consigne sur d'autres territoires. On travaille sur l'Allemagne, on travaille sur New York. Par exemple, à New York, on envoie nos vins en bouteilles consignables, on les envoie à la voile, parce qu'on peut là aussi trouver des solutions avec une consommation de carbone moindre, et les vins sont après réembouteillés sur place. Donc oui, on rêve d'une solution mondiale, mais déjà à l'échelle de certains pays, on peut développer la consigne et le réemploi, et ça change tout en termes écologiques. Merci beaucoup François-Xavier Henry, à bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre débat, le modèle de l'assurance face à la multiplication des épisodes climatiques extrêmes. Le débat de ce Smart Impact, on parle des défis de l'assurance face au réchauffement climatique avec Myriam Merad. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directrice de recherche au CNRS et vous avez été mandatée par le gouvernement pour mener une mission sur l'assurabilité des risques climatiques, rapport rendu public au printemps dernier. Simon Blaquière, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous, vous êtes directeur de la réassurance et les risques naturels chez Generali. La France qui est confrontée à une succession d'épisodes climatiques extrêmes. Myriam Merad, l'exceptionnel devient la norme. Est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce que c'est exagéré de dire ça? En fait, tout à fait. L'exceptionnel devient la norme, mais depuis longtemps. En fait, on note une accélération de la probabilité d'occurrence de ces phénomènes et de leur sévérité. Et comme on a pu le constater en chambre ces dernières années, eh bien, en fait, ces événements-là augmentent et se répartissent de manière importante sur le territoire. Du coup, on ne peut plus parler de risques rares. On parle de risques usuels. Et ça pose la question du modèle de l'assurance. La Caisse centrale de réassurance estime que la hausse de sinistralité du seul fait du climat serait comprise, évidemment la fourchette elle est vaste, puisqu'on se projette en 2050, elle serait comprise entre 27 et 62% en moyenne à cet horizon 2050. Est-ce que ça veut dire qu'il faut réinventer le modèle, Simon Blaquière? Est-ce que ces risques qui deviennent récurrents deviennent impossibles à assurer, d'une certaine façon? Alors, l'assurabilité, c'est la raison d'être des assureurs. Oui. Donc, collectivement, on a un enjeu à maintenir cette assurabilité. Alors, cela a été dit, c'est vrai que les événements climatiques récents mettent en tension le modèle. Aujourd'hui, on parle d'une moyenne de sinistralité annuelle de 4,7 milliards d'euros. D'ici 2050, c'est beaucoup. Oui. C'est plus de 2 fois plus si on regarde la moyenne 1990-2010. Donc, le système est en tension, mais il n'y a pas de fatalité. Je pense qu'il y a un régime public-privé qui a été cité avec la CCR et chacun prend sa part dans le régime, chacun prend sa part pour maintenir l'assurabilité des périls naturels. Est-ce que, on le voit peut-être pas en France, mais peut-être plus aux États-Unis, il y a des risques qui sont moins assurés ou plus assurés du tout, des compagnies qui décident de ne pas y aller parce qu'elles considèrent que c'est juste impossible de payer chaque année pour un événement récurrent. Est-ce qu'on en est à ce niveau de tension? Vous voyez ce que je veux dire, Simon Blaquière? Aujourd'hui, on pense qu'il n'y a pas encore de problématique d'assurabilité. Il y a encore une offre assurantielle qui permet à tous de s'assurer. Mais effectivement, il y a un risque avec l'augmentation des catastrophes naturelles. Chacun doit prendre sa part. Effectivement, on a cité le régime public-privé avec le réassureur CCR. Les assureurs prennent leur part. Nous, on prend notre part dans la prévention, dans la mise en avant des risques, dans l'affirmation et l'instruction finalement à tous des risques naturels. Il doit y avoir des efforts de prévention au niveau individuel également. Si chacun prend sa part, public, privé et individu, on pourra maintenir l'assurabilité. Sans avoir des primes ou un coût de l'assurance pour les individus ou les entreprises d'ailleurs qui deviennent insupportables. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, prenons par exemple un exemple très concret. Une des conclusions du rapport qui a été cité, c'est l'augmentation de la surprime CatNat. Elle va passer en 2025. Le régime catastrophe naturelle. Le régime des catastrophes naturelles de 1982. Cette surprime catastrophe naturelle, elle va passer en moyenne en 2025 de 25 € aujourd'hui à 41 € par an par bien assuré. Et cette augmentation va permettre d'équilibrer le régime, va permettre de poursuivre l'assurabilité. C'est quand même une force qu'on a dans ce régime catastrophe naturelle. Et cette augmentation finalement de 12 € par an, très modérée,
par an, très modéré, permet de poursuivre l'assurabilité. Alors justement, ce dispositif, il y a le dispositif catastrophe naturelle, il y a le fonds de prévention des risques naturels majeurs qu'on appelle aussi le fonds Barnier, puisque c'était à l'époque où, de mémoire, je crois qu'il était ministre de l'écologie, Michel Barnier, quand ça a été lancé. Est-ce qu'ils sont inadaptés? Est-ce qu'ils sont caducs? Voilà, à quel point il faut les réinventer, ces systèmes? Pour le comprendre, il faut revenir à l'essence du système. Il fonctionne sur la solidarité. Ouais. Et il fonctionne aussi sur un mécanisme d'indemnisation, de prévention et d'adaptation. Et donc, ces systèmes-là font que sur la partie solidarité, il a été prévu sur les primes d'assurance d'avoir une petite surprime CatNat. Ouais. Cette surprime aussi, elle fonctionne sur un partenariat public-privé. C'est les assurances avec le système de la CCR, c'est-à-dire l'assureur public ou réassureur public. Si on veut maintenir ce système de solidarité, et au vu de ce que l'on vient de décrire, c'est-à-dire l'augmentation de la récurrence des événements, alors il faut que cette surprime permette de la maintenir sur du long terme. Il se trouve que si elle augmente, ça peut créer deux mécanismes un peu pervers. Ça peut exclure et ça peut ne plus être portable par un certain nombre d'acteurs. Du coup, soit on continue mécaniquement, et là, une des solutions qui avait été proposée, mais en tout cas sur ce court moyen terme, c'est d'augmenter la surprime, soit on se dit on réforme le régime. On se dit que ce qui est devenu maintenant récurrent, eh bien peut-être qu'il faut le gérer différemment. Vous proposiez notamment dans le rapport, je crois, un système de bonus-malus. Je veux bien que vous nous expliquiez comment ça marche. Alors, tout à fait. Ou comment ça marcherait. Tout à fait. Si on accepte que, en fait, la catastrophe n'est pas que induite par le climat. C'est aussi la vulnérabilité de nos constructions. C'est aussi nos impréparations, c'est-à-dire nos manques de connaissances sur à quel guichet s'adresser pour construire, pour réduire notre vulnérabilité. Mais c'est aussi des dispositifs de prévention qui ont porté leurs fruits ou non. Alors, l'idée, c'est de montrer que si certains arrivent, que ce soit au niveau des collectivités ou des particuliers ou des entreprises, arrivent à réduire à la source leur vulnérabilité et agir sur la prévention et l'adaptation, eh bien, ça veut dire qu'ils peuvent réduire cet appel à solidarité. Et donc, aller vers comme pour les voitures, un gain. Oui, ce qui serait une façon d'inciter à faire de la prévention, à évaluer sa vulnérabilité face au risque et à prendre les décisions nécessaires, c'est ça? C'est ça, on devient tous acteurs au lieu de se retrouver dans la situation de victime. C'est une bonne idée, vous y êtes favorable, Simon Blacker? Oui, complètement. Je vais prendre deux exemples concrets pour étayer le propos qui vient d'être donné. Le premier, c'est la connaissance du risque. Aujourd'hui, encore trop peu de Français sont au courant de leur exposition au risque naturel. C'est vrai pour les entreprises aussi? C'est vrai aussi pour les entreprises. Aujourd'hui, on a développé un système à Generali Ensemble face au risque qui permet à tout à chacun, vous rentrez votre adresse et vous avez votre exposition au risque naturel. Inondations, sécheresse, feux de forêt, tempête, grêle. La connaissance du risque, aujourd'hui, c'est le premier pilier de la prévention. Je vais y venir. Le deuxième exemple concret, c'est que nous sommes convaincus qu'il faut de la prévention à l'échelle individuelle. Il faut que les individus s'emparent des moyens qui sont mis à disposition, notamment via le fonds Barnier tel qu'il a été cité, pour mener des efforts de résilience climatique. Si on prend par exemple l'exemple de l'incendie, on a individuellement des moyens pour se protéger. On a depuis 2010 l'obligation de mettre un système d'alerte incendie. L'idée, ce serait de transposer ces mécanismes à l'échelle individuelle face aux périls naturels pour mieux se prémunir, pour mieux atténuer les conséquences du changement climatique. Et le fonds Barnier, justement, permet de financer une grande partie des travaux à l'échelle individuelle pour améliorer sa résilience. Et sur la prévention, les assurances, enfin c'est dans l'ADN des assureurs de faire de la prévention. Est-ce qu'il faut changer la façon de faire pour que les messages passent mieux? Oui, alors on a cité effectivement connaître son risque, connaître son exposition. Vous citiez l'exemple des entreprises, c'est très intéressant. Sur le risque incendie, les assureurs font de la prévention depuis des décennies pour mettre en place des systèmes d'alerte incendie, de sprinklers pour étouffer les incendies. À nous de transposer cela sur les risques climatiques, tant au niveau individuel, maison, particulier, qu'au niveau entreprise. Et il y a une appétence de nos clients pour
les guider pour mieux atténuer, modérer les risques naturels. Est-ce que ça marche aussi sur le phénomène de retrait-gonflement des sols argileux? Parce que ça concerne des millions de Français, un peu partout en France d'ailleurs. C'est quasiment dans toutes les régions. Et là aussi, sur le modèle de l'assurabilité, ça pose une vraie question. Oui, tout à fait. Surtout qu'on estime, via France Assureur, à plus de 12 millions de personnes, de maisons, de pavillons exposés au risque de gonflement et de retrait des argiles. De par le changement climatique, c'est un péril qui va croissant du fait de la hausse des températures. Il n'y a pas de fatalité, encore une fois. La première chose, c'est de comprendre et de connaître son risque. Savoir son exposition au terrain argileux, c'est la première chose. La deuxième qu'on pourrait citer, c'est l'initiative sécheresse qui est menée avec France Assureur, avec la mission des risques naturels, avec la CCR, et dont l'objectif, c'est de trouver des moyens, de remédiation, comment est-ce qu'on répare mieux, moins cher les maisons qui sont fissurées du fait de la sécheresse, et de prévenir. Quels sont les moyens de prévention qui permettront, avant le dommage, d'améliorer les fondations, d'améliorer le bâti. Il y a un message qu'on peut faire passer, Méad, c'est que tout ce qu'on fait avant, c'est-à-dire en prévention, en anticipation, en modification pour mieux s'adapter, coûte moins cher que ce qu'on devra faire après, c'est ça? Tout à fait. S'il y a une catastrophe, quoi. Tout à fait. Et l'exemple du retrait-gonflement des argiles en est un exemple intéressant. Parce que c'est un phénomène, le retrait-gonflement d'argile, c'est un phénomène que l'on voit venir au fur et à mesure du temps, mais dont les effets sur les structures peuvent apparaître de manière brutale. Mais il est là, il est chronique. Donc on peut le déceler le plus tôt possible, c'est ça? Oui. Et l'idée, c'est d'y travailler en amont. C'est déceler les petits éléments qui viennent être perturbés dans nos structures. Et nous sommes les observateurs, nous sommes les propriétaires de nos structures. Donc on peut agir sur de la prévention, mais faut-il connaître les bons guichets et avoir les bonnes informations? Connaître les bons guichets et peut-être les outils. Est-ce que les modèles prédictifs s'améliorent notamment avec l'intelligence artificielle aujourd'hui? Alors, la question de la donnée. Il y a plein de données. On parlait du modèle Generali pour localiser un certain nombre d'informations, mais depuis très longtemps, le secteur public s'est organisé pour partager de la donnée publique. Alors, il y a une plateforme qui est gérée par le ministère de l'Environnement qui s'appelle GeoRisque, où plein d'opérateurs d'État partagent ces données publiques. Et il y a aussi des initiatives de partage du secteur privé, notamment du secteur de l'assurance. Avec ces données, on peut faire beaucoup de choses. Mais il faut que ces données soient précises. Donc, l'intelligence artificielle est un moyen d'accélérer son analyse. Cependant, si la donnée est pauvre, et quand je dis de la donnée pauvre, si elle est agrégée à la maille communale, avec les meilleurs modèles, il y a une donnée pauvre, c'est-à-dire trop agrégée, et on ne peut rien y faire. Donc, je dirais que le défi, c'est plutôt de trouver une solution pour le partage de données. Merci beaucoup, merci à tous les deux et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre rubrique Startup tout de suite. Smart Ideas avec Guillaume Degvig, bonjour, bienvenue. Vous êtes le cofondateur de Mocha.care, créé en 2019 avec Pierre-Étienne Bidon. Et avec quelle idée? Racontez-moi. Alors, à la toute base, on était confrontés nous-mêmes à la santé mentale au travail. On s'était rendu compte qu'il y avait un vrai enjeu de prendre en compte ces sujets et que beaucoup d'entreprises restaient les bras croisés. Pourquoi? Parce que c'est un sujet qui est compliqué, qui est multifactoriel, il n'y a pas de solution parfaite. Et donc on s'est dit, on va essayer de créer quelque chose qui permette de faire avancer les choses dans le bon sens. Et donc on est parti avec cette idée, notre bâton de pèlerin en 2019, avec l'idée que les gens ressentent moins de stress au travail, essayer de faire changer l'organisation à la racine pour que les gens ne partent pas en burn-out, se sentent bien, ne quittent pas leur entreprise parce qu'il y a trop de stress. Et alors, vous vous adressez, c'est quel type de solution et à qui s'adresse-t-elle? Alors, elle s'adresse à toutes les entreprises, toutes les organisations. On va avoir une vraie diversité, on va dire. Ça va partir du groupe du CAC 40, comme L'Oréal, Engie ou Allianz, à des mondes de la tech, comme Doctolib, Blablacar, Conto ou Spendesk. Et qu'est-ce qu'on va proposer concrètement? On va proposer un accompagnement à 3 niveaux. C'est-à-dire, pour les DRH, le vrai enjeu, c'est de comprendre quelles sont les priorités en termes de stress au travail, de santé mentale. C'est des sujets qui sont très larges, il y a beaucoup de raisons. Il faut comprendre qu'est-ce qu'on va adresser en premier. En fonction de l'identification de ça, on va proposer des plans d'action personnalisés, notamment des formations pour les managers. Comment est-ce que j'apprends à repérer les signaux faibles dans mon équipe? Comment est-ce que j'apprends à bien gérer mon stress? Et
on va également proposer à tous les collaborateurs de prendre soin d'eux. Ouais. Et donc là, une des idées, c'est que chaque personne dans l'entreprise peut avoir accès à un psychologue, un coach ou un thérapeute. Les sessions sont financées par l'entreprise, D'accord. mais jamais l'entreprise sera au courant que moi, Guillaume, je vais voir un psychologue. Il y a une anonymisation du recours à l'outil, un outil digital qui s'appelle Félix, c'est ça? Alors oui. c'est l'accompagnateur en quelque sorte? Alors exactement, le Félix, c'est un outil qu'on a développé, qui est un outil de micro-learning, qu'on vient directement brancher dans Microsoft Teams ou dans Slack. D'accord. Qu'est-ce qu'on a voulu faire ici? C'est répondre au problème qui est, quand vous proposez une session de formation de des heures sur la gestion du stress ce vendredi après-midi, les gens vont vous dire, souvent à juste titre, en fait moi je suis stressé parce que j'ai trop de travail. Et là tu me prends encore plus de travail, donc je vais être encore plus stressé. Alors soit on reste les bras croisés, soit on essaie de trouver quelque chose d'autre. On a développé Félix, là ce sont des modules de formation de 4 minutes qui vont directement arriver sur votre outil du quotidien, pas besoin de se créer un compte ni un mot de passe. Et là je vais vous dire, bonjour Thomas, est-ce que vous connaissez votre point commun avec Roger Federer? Et là, je vais vous dire, C'est pas mon revers, malheureusement. ça, je ne sais pas, mais du coup, on va vous dire, comme Roger Federer, il y a des moments où vous devez être en match, concentré, efficace. Par contre, Roger Federer, il ne passe pas toute la journée à jouer. Entre les matchs, il récupère. Comment est-ce que vous récupérez, vous, entre deux émissions? Donc, on ne va pas forcément prendre l'angle direct de risques psychosociaux, de burn-out, d'anxiété, qui ne va pas forcément générer beaucoup d'utilisation, mais on va prendre un angle plus positif, plus ludique, qui intéresse les gens. La santé mentale qui a été décrétée grande cause nationale 2025 par le Premier ministre, qu'est-ce que ça peut changer? Qu'est-ce que vous en attendez, vous, qui êtes au cœur de ces enjeux depuis plusieurs années? Alors, nous, ce qu'on a déjà remarqué depuis quelques semaines, c'est que de plus en plus d'entreprises se disent, en fait, si c'est un vrai enjeu sociétal, ça veut dire que si moi, je me concentre sur le sujet, ce n'est pas un aveu de faiblesse. Ça veut simplement dire que ça concerne tout le monde et que ce n'est pas uniquement mon entreprise. Le tabou est en train un petit peu de s'étioler, pas totalement de disparaître, mais de s'étioler. Exactement. Les gens sont moins complexés à se dire on peut adresser le stress au travail. Avant, il y avait quelque chose de si on l'adresse, c'est qu'on a un problème structurel et c'est que chez nous parce que les autres ne l'adressent pas beaucoup. Donc, finalement, ça libère un peu la parole et les actions. Ouais, et on verra concrètement ce que ça peut changer. Je crois que c'est une deuxième cause d'arrêt maladie en France. Est-ce que ces chiffres-là, on va conclure là-dessus, ils sont en hausse? Comment on peut les évaluer? Oui, exactement. C'est des chiffres qui sont en hausse. C'est le baromètre Malakoff Humanis qui sort chaque année, qui montre que cette proportion des arrêts maladie liés aux troubles psychologiques est en constante évolution. Et aujourd'hui, c'est même devenu la première cause d'arrêt maladie de longue durée. Merci beaucoup, Guillaume Decvive, et bon vent à moka.care. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je voudrais remercier Alexis Mathieu et Marie Billa qui s'occupent de la programmation et de la production de l'émission. Le réalisateur aujourd'hui, c'était Romain Luc, et l'ingénieur du son, c'était Saïd Mamou. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.